Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Je suis Joël de René, conseiller de la présidence d'Universcience, également écrivain scientifique, passionné par le futur, mais aussi par le passé, puisque j'ai écrit des livres sur l'origine de la vie. Et mon tout dernier livre s'appelle « Et l'homme créa la vie » et il se consacre à cette discipline montante et inquiétante qui s'appelle la biologie de synthèse. Deuxième invité, même question. Qui êtes-vous ? Oh, je serais incapable de vous répondre, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre pour vous répondre. On m'appelle Raphaël Antoven, j'enseigne la philosophie à la radio, à la télévision et surtout en classe. Et je travaille accessoirement de temps en temps sur la question de la vie artificielle à partir notamment des réflexions de Leibniz, qui est un philosophe du XVIIe siècle. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. La grande question, c'est de savoir si l'homme crée artificiellement la vie ou s'il crée une vie artificielle. C'est deux choses différentes. Parce que quand le scientifique Craig Venter a annoncé qu'il avait créé la vie, est-ce qu'il a créé une vie artificielle? Est-ce qu'il a créé artificiellement une forme de vie? Moi, je crois plutôt qu'il a fait une sorte de copier-coller. Il a pris une bactérie, il l'a vidée complètement, donc elle était devenue une sorte d'enveloppe vide. Il a fabriqué à la machine un ADN synthétique, chimique, mais biologiquement actif. Il l'a remis dans cette coquille vide, elle s'est remise à se reproduire, à repartir. Donc je trouve que l'enjeu est là, c'est est-ce qu'on part de vie préexistante pour soi-disant dire qu'on a créé la vie, ou est-ce qu'en fait c'est une continuité ? C'est une vraie question parce qu'il me semble, moi, que vie artificielle est un oxymore, est une contradiction dans les termes, pour des raisons essentielles. Si on est dans l'artifice, on ne peut pas être dans le vital. Il me semble qu'il y a une différence de nature entre les deux. Disons, c'est le grand débat en philosophie entre Leibniz et Bergson, c'est-à-dire ceux qui, avec Leibniz, considèrent qu'il n'y a finalement qu'une différence de degré entre l'artisanat humain et l'artisanat divin, et ceux qui, avec Bergson, considèrent qu'il y a à chaque instant une rupture entre le processus vital, qui est d'une étoffe que la science ne peut pas saisir, et ce que l'homme, c'est-à-dire l'intelligence, l'homo faber, est capable de produire. Ce qui frappe tout le monde, c'est cette histoire de bactéries. En fait, c'est un mycoplasme. Hein, c'est une bactérie extrêmement simple, sphérique. Mais en enlevant l'ADN d'une espèce bactérienne et en mettant l'ADN d'une autre espèce bactérienne, elle s'est transformée dans cette espèce bactérienne. C'est un peu comme si on prenait un ordi, on enlève son disque dur, on prend un ordi de la même marque, mais avec un disque dur différent, donc qui est avec les photos de quelqu'un, avec ses textes, etc., et le met dans celui-là, et devient l'ordi de l'autre personne. Alors ça, c'est concentré sur des trucs très petits. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on a fabriqué? C'est une machine, entre guillemets, vivante. C'est une machine vivante. Et le problème, à mon avis, qui se pose sur un plan philosophique peut-être, c'est qu'une machine produit autre chose qu'elle-même, et elle est produite par autre chose qu'elle-même. Alors que la vie, elle est autopoïétique. Elle se transforme, elle évolue d'elle-même. Donc, on est dans un paradoxe complet, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est-à-dire que quand bien même on inventerait une machine à laquelle on prêterait les attributs de l'initiative de produire elle-même des machines, on resterait dans un registre qui est non pas celui de la vie, mais celui du mécanisme. Pour le dire d'ailleurs en termes plus simples, on resterait dans un registre qui est celui de la fabrication et non pas de l'organisation. Celui démiurgique d'une fabrication par l'homme d'outils qui viendraient prolonger son emprise éventuelle sur le monde, et celui spontané de l'organisation spontanée de la vie que nul ne peut prévoir, même si, et c'est aussi une tentation à laquelle on peut céder, rétrospectivement, on peut toujours mécaniser ce qui a d'abord jailli spontanément. Alors ça, c'est peut-être le rêve de ceux qui font cette fabrication, comme vous le dites, c'est que idéalement, cette machine vivante devrait échapper à ses créateurs. Si elle devait être vraiment autonome, autopoïétique et vraiment artificiellement vivante, elle devrait échapper à ses créateurs.
Et donc là, on rentre dans un tout autre monde, c'est-à-dire que la machine est tellement parfaite qu'elle échappe à ses créateurs, elle évolue d'elle-même, elle se transforme. Alors là, si cette machine évolue, soit elle évolue en se transformant elle-même, mais dans ce cas, elle échappe complètement, ou bien elle vieillit en évoluant, et donc elle détruit ses propres composants, et donc l'homme est obligé de l'extérieur, pour continuer son travail de démiurge, de les remplacer systématiquement. Donc là, on est tout à fait dans la question que vous souleviez tout à l'heure, de la continuité du vivant par rapport à l'homme qui le crée, et on est dans un véritable paradoxe. Je crois qu'on n'en est pas encore sorti quand on parle de biologie de synthèse. On en sortira peut-être quand on dépassera la bactérie, et qu'on se dira qu'est-ce qu'on peut faire avec des cellules vivantes embryonnaires. C'est-à-dire qu'il y a plus fort que Craig Venter, il y a la reproduction naturelle d'un individu. C'est-à-dire que nous sommes tous, de ce point de vue, des magiciens beaucoup plus capables, en un sens, que le plus pointu de tous les scientifiques, qui, effectivement, ne fait jamais que du copier-coller. Je parle sous votre contrôle, là. C'est vrai, absolument. Une machine qui échappe à son créateur, le mythe de Frankenstein, d'une machine qui échappe à son créateur... Ou du golem. Ou du golem, bien sûr, repose d'abord aussi sur la servitude volontaire du créateur lui-même, c'est-à-dire la façon qu'on a de se soumettre à nos propres machines. Nous sommes tributaires ici, par exemple, des caméras, on est tributaires de nos ordinateurs, on est tributaires de nos mails, on est tributaires des outils qui sont censés nous faciliter la vie et auxquels nous nous soumettons, à la loi desquels nous nous soumettons. En ce sens, il y a une actualité du mythe de Frankenstein, mais il faut rappeler que c'est le fait de l'homme. De la même façon qu'il n'y a pas de tyran sans esclave, aucune machine n'échapperait à son créateur si l'homme était capable tout simplement de fermer les machines à un moment, comme on fermerait les écoutilles pour retrouver un peu, palper un peu fermer l'électricité. Oui, ou palper un peu de réalité. Et sur cette question de l'illusion rétrospective, c'est-à-dire du fait que les choses jaillissent, et puis après coup, on peut se retourner pour voir quel édifice spontané elles ont construit. On peut aussi prendre l'exemple d'un individu qui va skier, qui retourne, il a oublié ses gants de soie. Quand on skie, il faut prudemment mettre des gants de soie sous ses gants, sinon on a froid aux mains. Donc il rentre chez lui, il a froid aux mains. Il a les doigts gelés, il rapproche ses doigts de la chaleur de l'âtre. Les mains insensiblement, c'est-à-dire degré par degré, se dégèlent, et puis on passe du dégel à une douce chaleur, et puis si on laisse les mains un peu trop longtemps, on brûle. Or, quand on revisite ce parcours, on s'aperçoit qu'il y a un saut qualitatif entre le gel et la brûlure. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence de nature. Et pourtant, le passage d'un état à l'autre est un passage continu, est un passage insensible. Et c'est ce mystère de la continuité d'un passage qui, pourtant, se donne à voir sous l'apparence d'un saut qualitatif qui, me semble-t-il, est le mystère que l'on n'a pas fini de ne pas résoudre. Alors c'est la phrase de François Jacob qui disait « La vie ne commence pas, elle continue ». Alors là, il y a deux approches qui sont très intéressantes à observer sur un plan, me semble-t-il, aussi philosophique ou épistémologique. La première approche, c'est ce qu'on appelle en anglais top-down, du haut vers le bas, et la seconde approche, c'est ce que les biologistes de synthèse appellent bottom-up, du bas vers le haut. La seconde, à mon avis, est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus difficile. La première, c'est comme un Mikado. On a un Mikado, on enlève les morceaux sans faire bouger les autres. C'est ce que Craig Venter a fait en enlevant l'ADN de cette mycoplaste et en le remplaçant par un autre. Beaucoup de gens sont sur le top-down, c'est plus facile. Par contre, le bas vers le haut, le bottom-up, il y a quelques personnes qui s'appellent Steen Rasmussen et 2 ou 3 autres qui, eux, prennent carrément des produits chimiques issus de flacons sur les étagères. Ils les mélangent, donc c'est inerte, comme on pourrait dire. À ce moment-là, ils s'assemblent parce qu'il y a des propriétés physico-chimiques qui font que ça fait des petits globules. Ces globules, dans les membranes, on introduit d'autres produits inertes, mais qui sont capables, pas par photosynthèse encore, mais en tant que par photoluminescence, capter l'énergie lumineuse autour, et se déclenchent, grâce à cette énergie, des réactions internes qui vont permettre de catalyser certaines molécules ou d'autres. Et il arrive quand même à faire les trucs se couper en deux, et continuent à se couper en deux. Elles ne se divisent pas comme des cellules vivantes, etc. Donc là, on a deux approches qui sont vraiment intéressantes. Moi, je trouve que la seconde est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est vraiment créée les propriétés du vivant, je ne vais pas dire la vie, mais les propriétés du vivant à partir de matériel complètement inerte. Et là, on est dans une voie qu'il va falloir observer de très près parce qu'elle peut suivre non plus d'une bactérie ou d'une cellule, c'est-à-dire une microbiologie de synthèse, mais vers une macrobiologie de synthèse où on fabriquerait des organismes complets programmé sur mesure. C'est le principe de la mayonnaise. Oui, on rassemble des éléments. Ou la vinaigrette. Ou de la vinaigrette, éventuellement. Mais la mayonnaise, j'aime bien, parce que la mayonnaise oui, elle produit... prend ou elle prend pas. Elle prend ou elle prend pas, déjà. Oui. Et quand elle n'a pas pris, c'est cuit, si j'ose dire. Une fois qu'elle a pris, en revanche, on ne peut pas revenir aux composants qui la précèdent. Absolument. Et ça, c'est extraordinaire. Comme l'omelette. Ce qu'on fabrique ne ressemble en rien aux éléments qui ont servi à le fabriquer. Les éléments en eux-mêmes sont dilués,
sont mélangés, sont anastomosés, voilà. Dans l'objet qu'on a fabriqué. Finalement, l'enjeu, c'est de savoir comment on peut être le contemporain d'un processus émergent. Voilà, le mot est important. Qu'est-ce qui émerge de la mayonnaise? Le goût, la saveur, le plaisir. C'est quand même ça. Donc, quand on est contemporain de ce qu'on a fait émerger, la question est quelle est la qualité de l'émergence? La question, c'est celle de la qualité. Voilà. Une anecdote, c'est la seule anecdote un peu fleurie d'ailleurs de ce texte sublime qui s'appelle La critique de la faculté de juger. Kant raconte que rien n'est plus agréable qu'un soir d'automne, au crépuscule, de se promener avec une personne qu'on aime, le long des buissons, chez un ami qui vous a reçu aimablement, et d'écouter les trilles d'un rossignol. Bon. Et puis, si on découvre, dit Kant, qu'en fait le rossignol, c'est un gamin que votre hôte a payé pour, avec un sifflet, imiter le bruit du rossignol à votre passage et donc donner à cet ensemble une coloration un peu chaleureuse, immédiatement, le charme s'estompe. Kant tire de là l'idée que le beau naturel est supérieur au beau artistique, à la beauté artistique, parce qu'il y a dans le beau naturel quelque chose qui est de l'ordre de l'imprédictible, qui relève d'un jaillissement qu'en lui-même on ne peut pas saisir. Et il en va du beau comme de l'humour. Et il en va de l'humour, me semble-t-il, comme de la vie. Moralité de cet exemple, c'est que quand on mécanise les choses, on les perd, on les dissout. Quand on est attentif à leur jaillissement, à leur naturalité, ou au fait qu'elles soient naturelles, c'est-à-dire au fait qu'elles naissent d'elles-mêmes, alors, dans ces cas-là, on est saisi par un charme qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on peut comprendre, mais qu'on ne peut pas expliquer. Alors on peut devenir Faber à la suite de ça aussi, c'est-à-dire que ce charme, cette émergence qu'on n'en a pas prédit, on peut à ce moment-là la récupérer pour s'en servir pour autre chose. Et on est rentré dans une deuxième étape. C'est que ce qualitatif peut devenir du quantitatif parce qu'on a fait émerger des propriétés qu'on n'attendait pas. C'est toute la question. L'intuition peut devenir de l'intelligence. C'est toute la question de l'émergence de propriétés nouvelles que l'on constate d'ailleurs avec des molécules qu'on assemble et on ne se doute pas du tout de ce qu'elles vont faire. Et encore, puisqu'on y est en train d'en parler, avec l'assemblage de systèmes pour donner une machine autoreproductible et peut-être autopoïétique. Alors justement, la bactérie, c'est une chose, mais les cellules en sont une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord beaucoup plus complexe, qu'il y a un noyau, dedans il y a beaucoup d'ADN, et on a réussi à cloner les cellules. La grande question, c'est qu'est-ce que les cellules clonées pourraient être reprogrammées par biologie de synthèse pour donner des propriétés qu'elles n'ont pas normalement. Et l'exemple connu, c'est le Volvox. Le Volvox, c'est une cellule avec un flagelle. Ils s'assemblent dans une sorte de glu, et ils se mettent à mettre tous les flagelles du bon côté pour nager vers la nourriture. Là aussi, il y a un test qui va être commencer à faire des expériences qui sont en cours pour modifier une cellule et voir si on modifie les quelques 500 ou 600 cellules qui constituent le Volvox dans son entier. Là, j'ai parlé que d'amibes. Mais imaginons ce que ça pourrait être, et là, je lance la question sur le plan philosophique aussi, qu'est-ce que ça pourrait être de prendre une cellule humaine, de la cloner en la modifiant à l'avance avec un ADN synthétique, et de l'introduire dans un blastocyte, qui est donc le petit amas de cellules qui vont donner un futur bébé, ou un futur être, une souris, pour savoir une souris, parce que ça fait même trop peur de penser à l'humain, de le réintroduire dans une mère porteuse, ce que les Chinois ont fait pour la souris, et à ce moment-là, cette souris complètement née d'une cellule aurait pu être reprogrammée comme Craig Venter l'a fait pour sa bactérie. Alors ça pose des problèmes, me semble-t-il, d'une autre nature que la vie artificielle d'une bactérie qui se reproduit. Est-ce qu'on cherche au bon endroit quand on applique à la vie le filtre de l'intelligence? Est-ce qu'on ne la dessèche pas? Complètement, parce que d'abord, on n'a pas de définition de la vie. C'est prétentieux de dire que... Alors, on peut dire que la vie, c'est capable de s'auto-conserver, s'auto-reproduire, évoluer. On n'a pas de définition précise de la vie. Donc là, on calque notre intelligence sur ce qu'on croit être le vivant. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose d'inconnu et de mystique derrière, mais c'est un fait. La seconde chose, c'est dans la question qui est posée, qui est à quoi ça peut servir, il y a la réponse que la biologie de synthèse aide à comprendre ce qu'est la vie. De fabriquer la vie permet effectivement de répondre à cette question de la définition du vivant. Elle permet de comprendre ce qu'est la vie. Or, il y a la vie telle qu'elle est et la vie telle qu'elle pourrait être. La vie telle qu'elle pourrait être, c'est quoi d'abord? C'est pas que de l'ADN, c'est pas que des acides aminés, c'est pas des protéines, c'est peut-être des acides aminés différents, c'est peut-être au lieu d'une chimie du carbone, une chimie du silicium ou du germanium, qui sont les cousins dans le tableau de Mendeleïev. Et donc, ce qui passionne les biologistes de synthèse aujourd'hui, c'est pas seulement de fabriquer la vie comme Craig Venter avec de l'ADN, des protéines, la vie classique, mais fabriquer une vie telle qu'elle pourrait être. Et là, on ajoute
des choses qui sont complètement étrangères à la vie, entre guillemets, c'est-à-dire des microprocesseurs, des robots, des nanorobots, des cyberbugs, c'est-à-dire des espèces d'insectes qui sont à la fois robots, hybrides et semi-biologiques. Et donc là, on a une espèce de nouvelle constellation devant nous, qui n'est pas seulement la reprogrammation de la vie ou la création de la vie bottom-up, mais une vie telle qu'elle pourrait être, avec tous les avantages, les inconvénients et les nouvelles propriétés émergentes. Mais cette nouvelle création se donne comme point de départ, de toute façon, un inconnaissable de principe, ou plutôt quelque chose qu'on ne peut pas connaître puisqu'on en est le contemporain, c'est-à-dire la vie. Mais c'est les deux, c'est un inconnaissable de principe, parce que ce qu'on a fabriqué bottom-up, on ne sait pas ce qui va en sortir, et donc, comme on le disait tout à l'heure, émerger. Et en même temps, c'est la volonté et la possibilité derrière la tête de beaucoup de scientifiques qui reçoivent des contrats de l'industrie, on est obligé aussi de le mentionner à quoi ça sert, d'avoir des applications, des usines par exemple de microbes connectés les uns aux autres, synchronisés les uns par rapport aux autres, communiquant les uns avec les autres pour fabriquer des substances et des produits utiles à la médecine, à l'agriculture, à la cosmétique, à des matières, des membranes capables de filtrer des produits et de les sélectionner. Donc il y a derrière cette volonté de créer de l'émergence qu'on ne connaît pas, parce que c'est la passion de la recherche. On ne sait pas ce qu'on sait, mais on sait ce qu'on voudrait essayer de trouver, plus ou moins, c'est-à-dire la voie qui permettrait de le trouver. Donc, il y a toute une série d'applications dont je peux faire une liste rapide, parce que c'est la question qui est posée. Par exemple, on fabrique de l'artémisine, qui est un antimalaria, en reprogrammant certaines cellules, donc c'est financé par tout un tas d'entreprises. On fabrique des algues photosynthétiques, c'est-à-dire ça c'est vachement important, des cyanobactéries qui sont capables de transformer l'énergie solaire et le carbone, du dioxyde de carbone dont on ne sait pas quoi faire, en alcool, utilisable comme biocarburant de 3e génération, et en les modifiant légèrement par biologie de synthèse, de les faire fabriquer de l'hydrogène. Et une grande quantité d'hydrogène produit par la biomasse, ça pourrait permettre de fabriquer des piles à combustible, donc de l'électricité, donc des moteurs, etc. Il y a plein d'applications. Le plus intéressant, et je termine là-dessus parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question, c'est celle des biohackers. Les biohackers, ils suivent la même ligne que les gars qui, dans un garage, les Steve Jobs, les Bill Gates, fabriquaient des ordinateurs avec du matériel acheté un peu partout. Là, des biohackers qui ont 25 ans, ils vont acheter sur eBay des machines à synthétiser les gènes, ils sont pour l'open source, et ils fabriquent, je vais dire un mot trop fort, n'importe quoi. Ils fabriquent des bactéries qui s'allument. N'importe quoi au sens tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. It's fun. Let's do it. That's all. C'est marrant. Faisons-le. Ils n'ont aucun principe. Tout ce qui est amusant, on peut le faire. Et ils lancent des machins. Par exemple, Meredith Patterson, dont je parle beaucoup, c'est une fille qui est programmeur le jour et la nuit dans sa cuisine. Elle fabrique des bactéries qui détectent la mélamine, qui est un produit toxique que les Chinois ont mis dans le lait et qui a tué des nourrissons. Et la bactérie devient fluorescente comme un verre luisant. Donc tout ça, ça existe. Et ça se lance dans toutes les directions, sans contrôle, sans brevet. L'industrie pharmaceutique n'a pas du tout vu, ni cosmétique, ni agroalimentaire, elle n'a pas vu arriver cette espèce de déferlement, ce tsunami des jeunes. La morale non plus. Et la morale non plus. Alors, la morale non plus, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que traditionnellement, le schéma classique, c'est de penser l'opposition finalement de l'homme au règne naturel. Descartes, de ce point de vue, qui prétendait rompre avec ses prédécesseurs, prolonge le modèle chrétien d'un homme qui est malgré tout au centre de la création et qui, par là même, s'oppose à la nature ou peut se rendre, comme dit Descartes, fameuse phrase, comme maître et possesseur de la nature. Ce schéma-là est un schéma dont le XXe siècle n'a pas cessé de faire la critique, évidemment, appelant l'homme à plus d'humilité face au règne naturel, tout simplement parce que la technique étant le fruit de cette conception de l'homme, on a considéré que la technique et la nature étaient séparées et par là même opposées. Ce que vous dites là pose deux problèmes. D'abord un problème moral, évidemment, c'est-à-dire que fait la morale de tout ça? Est-ce que la morale n'a, face à ce que vous dites, face aux biohackers? Non, mais la morale, c'est-à-dire les valeurs absolues, celles qu'on prétend absolues. La morale n'a, face à tout cela, que la ressource de l'anathème. Elle peut s'indigner de ce qui est en disant que tout se perd, mais ça ne nous emmènera pas très loin. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est très intéressant, c'est la possibilité d'une technique qui ne soit pas naturophobe, au fond, qui ne soit pas hostile à la nature, mais qui en épouse l'émergence, c'est-à-dire une technique naturalisée. On pourrait envisager l'idée que la technique, de la même façon que un peu d'abstraction nous éloigne du réel, mais que beaucoup nous y ramènent, on pourrait envisager le fait que un peu de technique nous éloigne de la nature, mais qu'au fond, beaucoup nous permettrait d'en épouser le mouvement. J'aime bien le terme de technique naturalisée. Et quand on traficote le vivant avec des outils du vivant, parce que Craig Venter, quand il a fabriqué son très long ADN synthétique, il a fait se rajouter les morceaux dans une levure.
ou dans une bactérie. Donc il y a une espèce de symbiose, si vous voulez, entre l'outil mécanique et la machine à synthétiser les gènes et l'ordinateur, puisqu'il l'a dit lui-même, ma bactérie est le premier être vivant sans ancêtre, le premier être vivant dont le père est un ordinateur. Donc il y a un côté physique, électronique, qui est de l'outil technique, et de l'autre côté, une espèce d'outil naturalisé. Donc dans cette construction de la vie artificielle par l'homme ou de la construction artificielle d'une machine vivante qui échappe à son créateur, on est dans le risque. Dans le risque de ne pas savoir où ça va aller, de microbes reprogrammés qui peuvent s'échapper, d'utilisation terroriste de microbes qui vont produire des toxines, qui vont envahir le monde. Et je suis tellement conscient de ça que j'ai écrit volontairement 6 ou 7 scénarios catastrophes. Je vous en décris un, par exemple, dont on n'a aucune preuve que ce n'est pas possible de le faire. Et les biohackers, ils y vont carrément sans règle morale, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Donc, un exemple que je donne, c'est à Lac, en France, des industriels reconvertis dans les biocarburants achètent une licence américaine pour hyper fabriquer par biologie de synthèse des termites capables de détruire la lignine du bois. Et à partir de cette destruction de la lignine, on fait une fermentation lignocellulosique et on fabrique des biocarburants. Parce que là, très bien, pas de risque, c'est confiné. Mais ces hyper termites s'échappent dans des caisses de bois qu'elles mangent. Elles vont dans les camions, elles arrivent à Bordeaux. C'est pas loin. Et elles arrivent à Bordeaux. Tout d'un coup, on voit des quantités de maisons près du port qui s'écroulent parce que ces hyperthermites bouffent le bois à une vitesse incroyable. Et en plus, pire pour Bordeaux, les tonneaux de chêne éclatent et répandent leur vin dans l'eau de la Garonne, Gironde, dans la rivière, dans l'eau en général. Donc vous vous rendez compte qu'un petit achat de licence peut conduire à faire d'une bestiole qui s'échappe et qui va détruire tout un tas d'éléments accumulés par l'homme depuis longtemps. Donc les risques existent, les risques bioterroristes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ces risques? D'abord les identifier. Alors, est-ce qu'il faut aller vers une réglementation internationale comme celle qu'on essaye de mettre en place pour l'Internet absolument partout, ou au contraire laisser les chercheurs chercher et s'autoréguler entre eux? Une grande question. Est-ce que l'autorégulation des chercheurs est suffisamment fiable pour qu'ils évitent les risques? Moi, juste un point là-dessus, puisque les conséquences en elles-mêmes, l'effet papillon des hyperthermites, c'est passionnant. Il me semble que la recherche, contrairement au libéralisme d'ailleurs, n'est pas un système homéostatique. C'est-à-dire, je ne vois pas la recherche se limiter. Au contraire, elle brise l'homéostatie en permanence. Voilà, donc sinon elle n'avancerait pas. Voilà, donc je ne la vois pas se limiter elle-même. D'ailleurs, c'est même la condition de possibilité de son développement. Donc je ne vois pas la recherche se limiter elle-même. Donc il me semble que la recherche ne peut pas se faire hors d'un cadre politique. Le problème, c'est que la politique en elle-même aujourd'hui est conduite bien souvent par des principes qui relève de la théologie, mais d'une théologie de comptoir. On vit sous le régime implicite, malgré tout, de morales absolues, de morales indiscutées, auxquelles on se réfère maintenant face à des progrès qu'on ne maîtrise pas. La politique n'est pas à la hauteur des dangers que constitue le développement de la recherche. Moi, je pense qu'il y a un troisième élément, un triangle qui manque, c'est le consensus citoyen. C'est-à-dire le fait qu'entre le politique et le scientifique, les citoyens informés, pas les citoyens, mais les citoyens informés. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort énorme. Il faut faire un effort énorme d'éducation, de culture, d'acculturation, de diffusion des connaissances et de diffusion des savoirs. Il existe des commissions, des consensus citoyens qui votent et qui, entre eux, décident qu'on doit aller plus loin ou pas aller plus loin. Vous ne pensez pas que c'est un moyen de régulation intermédiaire entre les scientifiques à tout vent et les politiques avec les principes limités dont vous parlez? Ce serait merveilleux, mais d'abord, il se pose la question du critère. Quel est le seuil d'information qui permet à un citoyen de se prononcer légitimement sur telle ou telle question? Qui établit ces critères? En vertu de quels critères choisit-on le jury qui permettra de déterminer les critères permettant à tel citoyen de se prononcer sur telle chose ou non? Et le problème, j'ai tendance à penser, c'est mon métier qui m'y porte, que le premier devoir d'un citoyen, c'est de se méfier de la foule. Il me semble que nous vivons sous le régime d'un bigotisme égalitaire qui voudrait qu'à partir du moment où chaque voix a le même poids, je parle de chaque voix électorale. C'est la vérité. On détient la vérité. C'est pas ça. C'est que de la même façon que ma voix compte autant que la vôtre, c'est-à-dire si vous mettez votre bulletin dans l'urne, je mets le mien, nos deux bulletins ont le même poids. Le bigotisme égalitaire, c'est d'exporter ça sur le régime des compétences. C'est comme si je me prenais pour un scientifique parce que ma voix a le même poids que la vôtre. Il y a, et ça c'est une tendance
propre justement, non pas à la citoyenneté, mais à l'individu démocratique qui ne voit pas pourquoi, et disposant de droits égaux, il n'aurait pas par là même des compétences égales. Donc je me méfie beaucoup, moi, de l'appel à la citoyenneté à cet égard. D'accord pour la méfiance. Mais en revenant sur l'émergence, il existe aujourd'hui quelque chose d'étonnant qui s'appelle l'intelligence connective, l'intelligence collaborative et, encore faut-il espérer, l'intelligence collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ensemble, grâce à des réseaux, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les capacités de s'interconnecter en temps réel et avoir l'émotion des autres, l'empathie, tout ce que je viens de dire sont des catalyseurs d'une capacité nouvelle à la citoyenneté de dire des choses qui comptent. Pourquoi? Parce que le fait de participer à l'intelligence connective, collaborative et collective, faut-il espérer, fait émerger qualitativement des propriétés qu'on n'a pas mis à l'avance dans leur tête pour qui vote ceci ou qui vote cela, que l'on n'a pas mis dans les livres de communication ou les systèmes de diffusion pour qu'ils soient à jour sur la grande question. Ça va émerger. Et nous, on l'a vu, on l'a vécu ça à la Cité des Sciences à l'époque, quand on organisait des débats sur le sang contaminé, la vache folle ou le réchauffement climatique. On a pris des panels de gens qui ne savaient rien, dits naïfs, pris par sondage de toutes les catégories socio-professionnelles. On les a mis avec des médiateurs qui leur ont donné l'information et on a laissé émerger un sentiment qui n'est pas une vérité, mais qui est un sentiment citoyen qui peut permettre de compenser la vision des politiques ou la vision des scientifiques. Donc moi je crois encore une fois à l'émergence et au process. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Mais on peut aussi... pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est le meilleur des mondes. Enfin, c'est le meilleur des mondes, non pas au sens ironique du terme. Hein. Ce serait le meilleur des mondes. Ce serait véritablement le meilleur des mondes. Utopique dans ce cas-là. Moi, je suis pédagogue. Ma raison d'être, c'est de transmettre un peu du savoir dont je dispose ou dont j'ai bénéficié ou de le partager. Donc, je suis pédagogue, mais je ne peux m'adresser qu'à des individus. Je ne peux pas m'adresser à une collectivité. Ou alors la collectivité est celle d'une classe. C'est-à-dire une collectivité suffisamment restreinte pour être essentiellement composée d'individus que je peux regarder dans les yeux. La pédagogie repose sur l'individualité, le dialogue entre deux individus. C'est la condition du dialogue, ce qu'on fait là le montre d'ailleurs. Je suis plus méfiant sur les propriétés émergentes de la foule, dont on peut tirer peut-être le meilleur, mais quand on regarde une foule, une foule la plus sotte de toutes est constituée d'individus qui, pris singulièrement, sont tous extrêmement intelligents. Oui, mais la foule, mais qui, mise en commun, et là, pour le coup, c'est de l'entropie émergente. Mais pas toujours. Moi, je suis un petit peu nuancé par rapport à ça. Ce que donnent les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que donne la capacité d'addiction en temps réel, comme Twitter par exemple, ou d'autres choses, les smart mobs, les foules intelligentes comme on les appelle, l'intelligence des foules, le fait que des gens ensemble sont capables, quand on leur pose des problèmes, de résoudre des problèmes beaucoup mieux que des experts. Moi, je le vis constamment. Il y a par exemple un site qui s'appelle Innocentive, qui a été créé par une grande entreprise, Eli Lilly, qui a maintenant des milliers de contributeurs bénévoles dans le monde, qui leur posent des questions. Et la foule, qui n'est pas du gris ou de l'entropie neutre, mais des individualités capables d'interagir entre eux. La foule hérisson. Oui, disons, prenons comme ça, avec des piquants intelligents. Donc moi je crois que c'est les réseaux de connexion, en fait un système neuronal. L'intelligence neuronale, vous avez un ordinateur qui, au lieu d'être un ordinateur séquentiel avec des bits traditionnels, des mémoires et des registres, est un ordinateur neuronal, c'est-à-dire qu'il fonctionne en parallèle et il trouve des solutions à des problèmes que l'ordinateur classique ne trouve pas. Et bien, on est en train de rentrer dans une sorte de foule neuronale, c'est le cerveau planétaire, où, pour le meilleur ou pour le pire, parce que ça peut être catastrophique, les réactions globales à par exemple, faut-il rétablir la peine de mort? Tout d'un coup, on sonde tout le monde. Après une catastrophe effroyable, les gens vont dire oui, etc. Donc, je suis très méfiant comme vous. Mais comme on est dans la méfiance, on va peut-être terminer sur cette question du risque de toute cette biologie de synthèse, microbiologie de synthèse et macrobiologie de synthèse. Je pense que le risque est absolument réel. Je pense qu'il est beaucoup plus important que le risque du génie génétique, que le risque du clonage, que le risque des OGM, que le risque des nanotechnologies dont on a parler, on est complètement dedans, on ne fait que l'aborder avec la biologie de synthèse microbiologique, mais on va encore plus l'aborder quand les gens auront compris qu'on est à l'intérieur d'un macro-organisme planétaire, qu'on est en train de construire sans savoir où on va, sans règles morales, idéologiques, politiques, religieuses, économiques. Est-ce qu'on peut être en symbiose avec ce macro-organisme qui est déjà là, la bourse, les échanges financiers, les échanges énergétiques, le métabolisme énergétique de la planète, l'écosphère, la cybersphère, l'Internet, le réseau neuronal, tout ce qu'on voudra, le cerveau planétaire, etc. Est-ce qu'on en profite et est-ce que, entre guillemets, il en profite
Dans ce cas-là, on est en symbiose. C'est le macro-organisme. Le MOP, hein, il, entre guillemets, j'ai bien dit. Et dans ce cas-là, il est en symbiose avec nous et il va continuer. Ou alors, il prend un pouvoir et se retourne contre nous. Et là, on est dans la pire des utopies. On est dans le golem ou le Frankenmonde. Et c'est là, le vrai enjeu va venir de là, à mon avis. Et si on arrive à surmonter ce risque, alors on a une grande voie devant nous pour le prochain siècle. En attendant la singularité. Moi, j'ai un problème avec deux choses. Je me méfie beaucoup d'Internet, en vérité. Je me méfie beaucoup de cette connexion universelle, de ce cerveau planétaire. C'est pas l'image du cerveau planétaire qui me gêne, c'est le fait qu'un cerveau est fait de neurones ensemble. Je ne suis pas un neurone, et ce que nous formons ensemble n'est pas un synapse. Et c'est à cet égard que je m'en méfie, d'autant que Internet est une façon de se replier sur soi-même en communiquant avec tout le monde. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je suis beaucoup plus nuancé, mais je vais essayer en 2 mots de le dire, puisqu'on est à la fin de notre débat intéressant là-dessus. Le cerveau est fluide. Le cerveau n'est pas un réseau, c'est pas une boîte noire dans laquelle il y a des inputs et des outputs. Ce cerveau fluide se reconfigure en permanence. Depuis que nous entretenons, nos synapses ont changé. Votre mémoire a changé. Donc, on est en constante reconfiguration. La reconfiguration de mon cerveau mime la reconfiguration chaotique du réseau dans lequel nous sommes. Donc il y a un isomorphisme entre le monde en lui-même et moi-même. C'est-à-dire que je reproduis à petite échelle il y a un isomorphisme complet entre le cerveau fluide, qui est la nouvelle théorie du cerveau, qui est plus du tout la boîte noire input-output, et ce qu'on a extériorisé de nous-mêmes, qui est ces réseaux de communication qui se reconfigurent en permanence. Et je pense, pour moi je termine là-dessus, que pour l'avenir, même s'il y a des risques, une des chances, c'est le fait que de cette reconfiguration de notre cerveau, de nos cerveaux, par rapport à cet immense cerveau, peut émerger une vision différente de ce que nous sommes et du monde vers lequel nous allons. 2 points pour finir. La critique de l'identité, c'est-à-dire que l'identité en elle-même ne résiste pas à cette reconfiguration, à cette fluidification du cerveau. L'idée même d'identité, au fond nous n'avons d'identité que sociale. Un prénom que les gens reconnaissent et un corps qui ne change pas assez vite pour que les gens s'en aperçoivent. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est politiquement. Le point de départ de ça, c'est une critique de l'individu libéral, au fond. C'est-à-dire de l'individu dont le Graal serait l'autonomie. Le point de départ, c'est de considérer que nous sommes de plein pied et que par conséquent, nous sommes d'emblée en relation avec les autres. Donc, il y a derrière ce que vous dites, un projet politique qui, sans aller jusqu'à l'utopie d'un monde régénéré par la science, est un monde dont le point de départ serait une solidarité ou une vulnérabilité de chacun. Mais je préfère de beaucoup la solidarité, le partage et l'empathie à la vision actuelle du libéralisme à tout crin. Là, on est d'accord. C'est déjà fini, bravo et merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat, 2 invités sur ce même plateau, rien que pour eux.